Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel numéro des Chroniques des BFN. Au programme de ce soir, 3 sujets d'actualité, la récente sortie médiatique de Gilbert Ondongo, membre du Parti congolais du travail et ancien ministre des Finances, dans laquelle il présente un bilan positif du parti. Comment interpréter cette prise de parole ensuite? La polémique liée à une affaire de plagiat impliquant le député Henri Nzoniaba, accusé par certains universitaires et journalistes d'avoir repris des travaux du professeur Ndingambo. Et enfin, le lancement de la plateforme numérique de l'Agence congolaise de création des entreprises et ses implications pour les jeunes entrepreneurs. Voici les questions que nous allons aborder avec Brony Fortuna. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel numéro des Chroniques des BFN. Au programme de ce soir, 3 sujets d'actualité, la récente sortie médiatique de Gilbert Ondongo, membre du Parti congolais du travail et ancien ministre des Finances, dans laquelle il présente un bilan positif du parti. Comment interpréter cette prise de parole ensuite? La polémique liée à une affaire de plagiat impliquant le député Henri Nzoniaba, accusé par certains universitaires et journalistes d'avoir repris des travaux du professeur Ndingambo. Et enfin, le lancement de la plateforme numérique de l'Agence congolaise de création des entreprises et ses implications pour les jeunes entrepreneurs. Voici les questions que nous allons aborder avec Brony Fortuna. Merci de nous rejoindre. Brony, bonsoir. Bonsoir, Abel. Brony, dans votre récente publication, vous écrivez « À force de célébrer l'illusion, le PCT ne finit-il pas par insulter le peuple? Qu'essayez-vous de mettre en lumière ?» Gabriel, merci de nous interpeller sur la sortie médiatique de l'ancien ministre d'État, ministre des Finances, qui est membre du PCT, pas les moindres. Voilà, tout ce que nous avons voulu mettre en lumière ou vouloir déplorer à travers d'autres publications, c'est ce que je constate être un décalage entre ce discours politique et la réalité sociale des Congolais. Voilà, le décalage est clair et j'appelle même à une sorte d'incohérence, puisque quand on regarde de fond en comble la réalité sur le terrain, c'est que vous avez, une population qui, depuis plusieurs années, croupis dans la misère. Les Congolais, au quotidien, il faut les fréquenter, ne vivent pas bien comme il le faut, ne disposent pas même du minimum pour bien vivre, et c'est le PCTQ au pouvoir. Donc, vouloir voir le ministre d'État Gilbert Ondongo tenir de tels propos, pour moi, c'est nier le vécu, et pour moi, c'est à la limite le mépris vis-à-vis de cette population qui tous les jours attend du PCT et même de ce pouvoir, et qui est du PCT d'ailleurs les solutions aux problèmes sempiternels, sinon des éternels problèmes que le peuple fait face tout le temps. Donc, c'est de la moquerie, c'est d'une insulte même, donc insulte à l'égard des Congolais et même certains jeunes et qui étaient dans cette salle-là ce jour-là et à lesquels on a fait déplacer à coup de billets de banque, certains ont eu du mal à repartir chez eux, et finalement, on peut pas, comme ça, se réveiller un bon matin, parler d'un bilan élogieux, d'un bilan positif, alors qu'on sait que le PCT n'a pas jusqu'ici atteint ses objectifs. Un bilan que vous qualifiez d'injuste, un bilan que vous qualifiez un peu d'injure face à la population congolaise, alors que le ministre Gilbert Ondongo, il se félicitait avec ces mots pour féliciter, je vais encore le redire, le Parti congolais du travail. Vous, en tant que journaliste et congolais aussi, comment vous accueillez ce discours? C'est ce que je dis. Regardez, le PCT, 40 ans de règne. Et quand on regarde le président de la République à la sortie de la guerre, puisqu'on laisse la guerre de côté, il fallait donc reconstruire ce qui était déjà construit. Le président l'a rappelé lui-même dans son message sur l'état de la nation, c'est différents projets de société.
et quand vous lisez, relisez ces différents projets de société, et quand vous lisez même le livre qui paraît comme sa vision du développement du Congo, le Mongé, la souris et le fleuve, vous allez vous rendre compte que dans les différents projets de société, les projets qui ont été programmés, les projets qui ont été énoncés, la vision du développement qu'avait le président, sinon le PCT qui est un parti de gauche, je vous dis que ces objectifs, ne sont pas atteints. Le péché du PCT, c'est qu'à un moment donné, le PCT se compare aux différents présidents qui sont passés avant, notamment Yulu, Massamba Deba, Lissouba, Yomi et autres, pour dire finalement, par rapport à eux, le président Denis Sassou Nguesso a beaucoup fait. Mais lui, il a rappelé lui-même que de l'indépendance jusqu'à, on va dire, 98, 80, même 2000, le Congo a vécu dans l'instabilité. Et donc, l'instant de stabilité que le Congo a connu, c'est depuis donc 2002, on va dire, jusqu'à ce jour, on va mettre une parenthèse du poule. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près plus de 20 ans que le Congo est dans la stabilité, le Congo vit en paix. 20 ans. Et si vous vous souvenez dans le passé, je vous disais il y a quelques années qu'en 20 ans, le Maroc a développé une dizaine de nouvelles villes. Avec à peu près le budget que nous avons eu dans ce pays-là, il y a quelques années, 2000, 2002, 2004, 2005, jusqu'à 2011, 4 000 milliards. Allez vérifier les informations. Mais en 20 ans, vous allez vous rendre compte que tous les projets qui ont été énoncés dans les projets de société, toute la vision de développement du Parti congolais du travail, je vous le disais tout à l'heure, n'ont pas pu satisfaire les besoins primaires des populations. En 20 ans, le Congo est dans l'incapacité de stabiliser son électricité et d'en donner à toute sa population. En 20 ans, le Congo continue encore à gérer les canalisations d'eau qui datent de l'indépendance ou d'avant l'indépendance. Et finalement, vous avez encore à Brazzaville, dans la plus grande ville, la capitale administrative du Congo, vous avez à Brazzaville des quartiers entiers qui manquent d'eau, qui manquent d'électricité. Il y avait aussi encore à Brazzaville des quartiers qui sont totalement enclavés, comme Jacopango. Vous avez des quartiers comme Trois Poteaux, où finalement, pour aller quitter donc le marché de Massengo jusqu'à Trois Poteaux, c'est tout un parcours de combattants. Vous avez, des zones à Makabandilou, un peu partout en Ngamakoso, où vous ne pouvez pas circuler librement. Et là, s'ajoute aujourd'hui la cherté de la vie. À cela s'ajoute aujourd'hui les salaires précaires des fonctionnaires. Mais comment peut-on, dans cet océan de misère, se permettre de se féliciter d'un bilan qui serait positif et élogieux? À vos yeux, c'est catastrophique? Écoutez, c'est catastrophique par rapport aux moyens que le PCT a pu engranger en 20 ans. Je parle même pas de 40 ans, en 20 ans. Donc je prends à peu près après la guerre, le 5 juin. C'est catastrophique. Je vous parlais du Maroc, mais allez en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que le Côte d'Ivoire est déjà développé, mais allez voir en moins de 20 ans ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, que nous n'avons pas pu faire ici. Allez voir au Sénégal. Ils ont aujourd'hui comment on appelle, des routes que nous n'avons pas ici. Ils ont des métros que nous n'avons pas pu avoir ici, alors que cela fait partie des projets du PCT. Vous avez vous-même vu, l'année dernière, apparemment, l'actuel Premier ministre de la Côte d'Ivoire citait le nombre d'écoles construites là-bas, le nombre d'infrastructures construites là, au moins de 5 ans. Allez voir à Bassam, un peu partout, les logements sociaux qui sortent pratiquement tous les jours au Congo, de terre. Mais au Congo, vous savez, nous avons encore aujourd'hui un déficit en logements sociaux. On parle de 15 000 chaque année qu'il faut construire. Le Congo ne peut pas loger. Le ministre Gilbert Ondongo, il est ministre des Finances à l'époque. Je me retrouve, moi, dans cette salle, il y avait une séance je crois qu'il présentait son budget où il répondait aux questions générales. J'ai oublié quelle était réellement la nature de cette rencontre, mais c'était devant les députés.
il se disait parce qu'il y avait la question, il était interpellé sur la question du 4 mars, comment indemniser les victimes. Et ce jour-là, il dit, le Congo a suffisamment d'argent. Donc, suffisamment d'argent, nous allons résoudre tous ces problèmes. Le Congo a suffisamment d'argent, même pour le prêter à d'autres pays. Oui, le Congo a prêté. Que nous prêtons. Le Congo a prêté de l'argent en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Le Congo a soutenu la Centrafrique. Mais jusqu'aujourd'hui, vous savez que les gens du 4 mars vivent pour certains à la Belle Étoile ou mal relogés. Jusqu'aujourd'hui. Pourtant, lui qui était ministre des Finances à l'époque, avait promis. Est-ce qu'on peut parler de réussite quand jusqu'aujourd'hui on n'a pas pu résoudre le problème de ces gens? Est-ce qu'on peut parler d'un bilan élogé? Je vous prends encore un autre cas. Les 4 milliards de générations futures. Est-ce que le ministre, lui, qui était ministre des Finances, qui a géré ce département plus d'une fois et qui est même aujourd'hui le président d'une task force qui s'occupe des questions sociopolitiques, économiques du président de la République et qui a aussi le représentant personnel du président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut nous dire avec certitude qu'est-ce qu'on en a fait, les 4 000 milliards? Donc, on ne peut pas avoir été ce qu'il était et venir se targuer d'avoir eu un bilan élogé par rapport à qui, par rapport à quoi? Et la question qu'on se pose, le PCT répond à qui? S'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse à l'opposition? Mais l'opposition n'a pas demandé des comptes au PCT. L'opposition est dans une quête, et même si elle est pas faible, elle est dans une quête aujourd'hui du pouvoir. Mais la population, oui. Est-ce que le PCT reprend la population? Mais ce que disent les discours du PCT et la réalité, je vous parlais tout à l'heure du décalage entre leur discours et la réalité du sociétal, vous allez vous rendre compte que les populations ne se retrouvent pas dans ce que le PCT dit. Donc c'est une sorte de moquerie, du mépris, et je pense que le PCT devrait se jouer humble, devrait se jouer dans l'humilité, parce qu'aujourd'hui, pendant qu'il tient son congrès, la population croupit dans la misère. Pendant qu'il tient son congrès, le pays est très endetté. Pendant qu'il tient son congrès aujourd'hui, il y a toujours des problèmes d'eau et d'électricité, alors que le parti règne à la tête du pays depuis 40 ans. Et donc, c'est un parti qui devrait se la jouer humble. C'est-à-dire que on fait pas trop de bruit, on organise notre congrès, on y va pour investir notre candidat, mais on fait pas trop de bruit, on fait pas trop de fanfaronnade. Non, on n'en fait pas. Parce que nous savons que nous n'avons pas jusqu'ici atteint les objectifs. C'est comme si on vous dit que pour obtenir un examen, il faut 10 de moyenne, mais vous avez obtenu 9, vous dites finalement, et même 5, vous dites, oh non, mais nous, on a un bilan élogé. Le PCT, je vous prends le cas des 12 batailles. Si on veut aller sur les 12 batailles présentées par le Premier ministre devant l'Assemblée, c'est le projet du président de la République. C'est son programme qui est devenu le programme du gouvernement. Allez voir qu'est-ce qui a été réalisé. Est-ce que, avec sincérité, le ministre d'État Gilbert Ndongo, qui est un économiste, est-ce qu'il peut nous brandir les chiffres, les statistiques, qui peut nous brandir aujourd'hui à quel niveau est exécuté les 12 batailles? Pour que l'on dise finalement, ils ont un projet élogé. Et donc, quand on est dans un pays pareil, on ne peut pas se permettre de dire de telles choses. Vous êtes dans les analyses, le PCT, 40 ans déjà à la tête de ce pays, avec le président de la République, bien sûr. Vous êtes en train de faire l'évaluation sur les réalités ou bien sur les défis que le Parti congolais du travail a eu menés durant ces 40 ans au pouvoir. Je trouve, Ronnie, pendant votre prise de parole, je trouve que vous êtes en train de remettre en cause, de minimiser un tout petit peu la gestion même du Parti congolais du travail. Non, je suis plutôt préoccupé. Je suis beaucoup préoccupé. Je suis l'historien du présent en tant que journaliste. J'ai le devoir de pédagogue. Je suis citoyen congolais. Je suis chroniqueur, vous le savez. Je suis beaucoup préoccupé et peiné que le PCT, au contraire, c'est le PCT qui minimise aujourd'hui les réalités des Congolais. C'est plutôt le PCT qui, finalement, a tourné le dos à cette population. Et quand on écoute ces questions pareilles, ces discours pareils, oui, c'est le PCT qui est en train, finalement, d'infantiliser la population parce que, je vous disais tout à l'heure, que le ministre d'État, lui, il était là depuis, pendant longtemps, il est toujours dans les affaires. Tout ce qu'ils ont pu gagner, tout ce qui est logé, ce que nous constatons,
c'est que tous ceux qui sont passés là, et même ceux qui tiennent ces discours-là, ils sont riches. Ils ont pu s'octroyer des logements à gauche à droite, dans chaque village, dans chaque département du Congo. Ils ont construit au début de chaque village des logements qui aujourd'hui sont envahis par des herbes. Voilà, un peu partout finalement, 30 logements dans une localité qui ne sont pas habités jusqu'aujourd'hui. Ils ont construit et ça, ce n'est que pour eux. Donc, quand on évalue bien, ce sont eux qui ont bénéficié en 40 ans, en 20 ans, de la richesse du Congo que cette population. Et donc, le PCT, comme je le dis, qui est un parti de gauche, doit faire humble parce que on dit souvent que la population ne peut pas être endormie pendant longtemps. Voilà. Et donc, il faut finalement qu'on arrête d'infantiliser la population. Je n'ai pas envie de vous rappeler d'autres projets encore qui ne sont pas réalisés jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas envie de vous dire encore que je vous parlais tout à l'heure de l'enclavement, même à Brazzaville et à Pointe-Noire. Allez voir l'état des routes à Pointe-Noire, allez voir l'état des hôpitaux. Le CHU aujourd'hui est totalement hors d'usage. Allez voir l'université Marangouabi est totalement fermée. On constate que le gouvernement est totalement dans l'organisation du congrès, puisqu'ils sont tous ou presque membres du PCT, sinon auxiliaires du Parti congolais du travail, sinon de la majorité. Donc aujourd'hui, ils ont abandonné leur poste. Ils sont dans l'organisation du congrès, puisque personne ne parle de l'avenir des étudiants, donc des jeunes Congolais, alors que les jeunes Congolais, semble-t-il, sont au cœur de la préoccupation de la politique du gouvernement. L'université est fermée. Sous d'autres cieux, on ne peut pas passer 2-3 jours dormir alors que l'université, la principale d'ailleurs, est fermée. On ne peut pas dormir quand on sait que le CHU, qui est le principal centre hospitalier, le plus grand aujourd'hui, 3e catégorie par rapport à leur échelle, sont aujourd'hui hors d'usage, qu'on ne trouve pas de solution. Dites-moi, à quel moment est-ce que vous pensez que les Congolais dans le quotidien sont heureux? Est-ce que vous pensez que chaque citoyen congolais à Brazzaville est l'intérieur? Et vous pensez que finalement, quels sont les instants de bonheur de chaque Congolais? Allez voir quels sont les instants de bonheur. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, l'alcool devient de plus en plus, j'ai envie de dire, la priorité, sinon ce qui est prisé par des jeunes aujourd'hui, puisqu'ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, dans tous les quartiers de Brazzaville, ou presque, il y a des petits tonneaux ou des barbecues où finalement chaque Congolais se lance dans le petit commerce pour espérer vivre. Les fonctionnaires qui sont dans les petits commerces alors que c'est interdit. Et donc chacun veut avoir une petite activité commerciale pour vivre. Simplement pourquoi? Parce que la vie est difficile au Congo, parce que rien ne marche. Donc le PCT, comment le PCT, qui est un parti, semble-t-il, proche de la population, puisqu'on dit rien pour le peuple, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Aujourd'hui, le PCT dispose d'un siège, un très beau siège aujourd'hui, mais quelle est la vie aujourd'hui des militants du Parti congolais du travail? Le parti s'est précipité à construire son siège. Mais est-ce que le parti s'est préoccupé, lui, à trouver des logements pour ceux qui sont en pila, à trouver des logements pour ceux qui en manquent? C'est à cela, ce que nous vivons aujourd'hui, les questions de bébé noir. Comment face à cette opération, où aujourd'hui la force publique est obligée de se lancer avec force pour arrêter la délinquance ou la criminalité, comment peut-on se féliciter dans le contexte actuel, tenir un tel discours? Alors qu'on n'en a pas besoin. Donc c'est là où vous vous rendez compte, et à la fois les conseillers en communication de ces hommes du Parti congolais du travail et leurs conseillers autres, je me demande, est-ce qu'on devrait, dans le contexte actuel, tenir un tel discours? Donc Gabriel, vous constatez finalement, ce n'est pas moi qui minimise les actions, moi je vous ai quantifié. Regardez, vous pouvez aujourd'hui avoir un PIB très élevé, taux de croissance très élevé, je le disais. Mais si le développement économique n'est pas suivi d'effet, c'est-à-dire si cela n'est pas suivi d'effet sur le développement économique, il faut pas parler de la réussite, il faut pas parler de développement. Vous pouvez passer 40 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir. Si vous n'avez pas réussi, vous, à donner de l'eau, à donner l'électricité, que les Congolais vivent tranquillement, dites-moi, comment on peut se targuer?
Merci Brony. Un autre sujet que nous allons aborder dans cette chronique, il s'agit d'une affaire de plagiat évoquée entre le député Henri Nzoniaba et son ancien directeur de mémoire, le professeur Ndingambo. Que faut-il comprendre de cette situation? Oui, il faut comprendre que nous étions tous surpris d'ailleurs de constater, puisque le député Henri Nzoniaba, qui est le président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, il a soutenu sa thèse il est devenu docteur depuis 2022. Donc c'est à peu près 3 ans aujourd'hui. Donc, il a obtenu une mention très honorable. On parlerait de 19. Avec félicitations voilà, du jury. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se rend compte 3 ans après, par rapport à nos enquêtes, que sa thèse est identique à l'ouvrage que j'ai ici de professeur Ndingambo, qui, lui, a publié en 2023. Donc, une année après donc la thèse du député, le professeur donc Abraham Constant Ndingambo publie son ouvrage. Mais quand vous regardez dans cette affaire-là, dans cet ouvrage et dans la thèse, vous avez pratiquement, mais je vous dis pour ne pas parler de tout l'ouvrage ou de toute la thèse, tout est identique. Je peux donc vous apporter quelques éléments. Vous avez ici, j'ai relevé ça, vous avez ici, vous avez 30 titres identiques. Je vais en faire lecture pour que les gens comprennent ce que moi j'ai sous mes yeux. Vous avez donc 30 titres de l'ouvrage et de la thèse qui sont identiques, les mêmes phrases. Vous avez donc, par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore l'ouvrage et la thèse, je peux vous renvoyer, donc vous allez voir dans le chapitre 2 donc du livre, on parle de l'Angola pré-lusitanien, les hommes. Donc vous avez donc c'est la page 37 dans le livre. Ça c'est l'un des titres. Quand vous arrivez dans la thèse du député, l'Angola entre territoire et relations pré-lusitaniennes, page 37 également. Quand vous repartez, deuxième partie donc dans le livre du professeur, les relations lusitano-angolaises à l'époque négrière, il donne donc les années, page 45. Vous arrivez sur le député, deuxième partie, les relations lusitano-angolaises, page 47. Donc vous avez comme ça 30 titres qui sont identiques et dans le fond, je peux faire lecture de quelques pages. Vous allez voir, et par exemple ici dans le livre du professeur, il est écrit donc situé entre le tropique du Capricorne et l'Équateur, l'Angola est le pays le plus étendu au sud du Sahara après la République démocratique le Congo. Et quand je vais donc dans la thèse, situé entre le territoire du Capricorne, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. Je peux encore aller très loin puisque vous allez dire que c'est la définition. Ici par exemple dans le livre dans la page donc 34, 35 du livre, je suis en train de lire l'initiative de la découverte des côtes angolaises, vin du Portugal, à la recherche des épices et de la route des Indes. Quand on va dans la thèse, c'est exactement la même phrase, l'initiative de la découverte des côtes angolaises, vin du Portugal, à la recherche des épices et de la route. Donc, vous avez ici les mêmes titres, le même contenu. Et vous savez que quand vous citez quelqu'un dans votre ouvrage ou dans vos recherches ou dans votre thèse, si vous avez copié, si vous avez pris les travaux de quelqu'un, et sans pourtant le citer, cela constitue un plagiat, véritable plagiat. Donc, l'affaire c'est ça. Aujourd'hui, 3 ans après, on constate finalement que les deux documents sont identiques. Brony, quelle lecture faites-vous de la réaction ou de l'absence de réaction de l'université Maringouabi face à ce sujet ou bien à ce problème de plagiat? Il faut savoir que l'université Maringouabi en soi, selon nos enquêtes, n'est pas restée indifférente. Selon nos enquêtes, le président de l'université Maringouabi aurait déjà contacté le professeur Abraham Constant Ndingambo pour s'enquérir de cette situation. Vous savez que lui, il était donc le directeur de thèse du député, Henri donc Nzoniaba. du docteur Henri Nzoniaba. Finalement,
C'est lui qui a suivi de bout en bout son travail, c'est lui qui a validé le plan de travail, et il reconnaît aussi dans un courrier qu'il a envoyé à la commission scientifique de la Flash, avoir donné à son étudiant à cette époque-là toute la documentation possible pour préparer sa thèse. Mais seulement, on se rend compte que la documentation du professeur Nzingambo date de 1969 et cet ouvrage qui est publié en 2023 était dans ses tiroirs en manuscrit depuis 2009. Et finalement, les travaux qui devraient servir donc à cet étudiant à l'époque qui est devenu docteur Henri Soniaba, normalement, devaient lui servir d'approfondir ses recherches. Comme le canevas. On se rend compte qu'il aurait, puisque on attend peut-être l'université Maringouabi va nous confirmer ça un jour, qu'il aurait lui, mais quand on regarde sur la base de tout cela, juste pris et mis dans sa thèse, puisqu'il n'y a rien de différent. L'université Maringouabi ne peut pas être indifférente, c'est pas possible, parce que c'est une faute extrêmement grave si cela est avéré. C'est une faute extrêmement grave et cela vient ternir à la fois l'image de cette université et même les diplômes que l'on obtienne aujourd'hui à l'université Maringouabi, et pour ne pas dire celles et ceux qui sont appelés docteurs, qui sont appelés professeurs à l'université Maringouabi. Vous savez qu'à l'extérieur du pays, comme en France, un peu partout, souvent l'on remet en cause nos diplômes. Donc si l'université Maringouabi reste silencieuse face à une telle affaire, ce serait comme cautionner la tricherie, cautionner cette fraude intellectuelle, cautionner ce plagiat intellectuel ou le plagiat académique, et ce serait donc finalement ouvrir la porte à la facilité. Brony, lorsque des enseignants ou des personnalités académiques sont associés à des controverses sur l'authenticité des travaux universitaires, quelles conséquences cela peut-il avoir sur les étudiants? Oui, mais il faut savoir que les conséquences sur les étudiants, cela vient démoraliser. Donc, vous allez vous rendre compte que nous aurons dans l'avenir les futurs cadres qui n'auront pas de niveau et qui n'auront rien compris de leur parcours et qui auront des diplômes qu'ils ne peuvent pas défendre. Quelqu'un vous dit qu'il est docteur, mais il ne peut pas défendre son travail. Quelqu'un vous dit qu'il est professeur, mais il ne peut rien faire. Et ce sont ces mêmes cadres aujourd'hui qui se retrouvent dans les administrations et qui se retrouvent même dans les hautes fonctions dans ce pays, mais après avoir triché, après avoir même plagié. Et donc, les conséquences sont là. Les conséquences, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les diplômes de l'université Maringouabi, ce seront d'être crédibles à l'étranger. Aujourd'hui, si l'on constate finalement qu'il y a plagiat dans ce que nous sommes en train de dire, dites-moi qui peut honorer les docteurs de l'université Maringouabi à l'extérieur. On peut penser que derrière un Soniaba se cache un Soniaba, ça peut être l'arbre qui cache d'autres plagiats à l'université Maringouabi et même dans le circuit administratif congolais. Donc, c'est une faute extrêmement grave. Je vous parlais tout à l'heure d'une fraude intellectuelle qu'il faut blâmer, qu'il faut réprimer avec force. Et donc, il y aura un impact sur les étudiants. Je parlais ça va démoraliser le niveau des étudiants, le contenu de ce qu'ils font. Ce que nous constatons n'est pas le seul dossier. Il y en a certainement plusieurs ici au Congo et même ailleurs. Mais on ne peut pas continuer à tolérer. C'est une faute extrêmement grave. Même quand vous avez copié une phrase sur Google sans citer l'auteur, même quand vous avez pris une phrase dans un ouvrage sans citer l'auteur, cela constitue un plagiat. Même si vous avez pris les travaux de votre chef de thèse, directeur de thèse, vous avez copié dans votre thèse sans citer l'auteur, cela constitue un véritable plagiat. Quand le directeur de thèse vous donne ses travaux, il vous demande pas d'en faire le copier-coller. Non, il ne vous demande pas de le faire. Il vous demande de vous inspirer. Ça veut dire quoi? Quand vous développez un thème qui serait similaire à votre directeur de thèse ou qui aurait déjà été développé, ça veut dire qu'il faut montrer l'insuffisance ou compléter ce qui a été dit. Ça veut dire que vous ne dites pas la même chose. Et on constate dans ce courrier, et finalement, si je l'ai bien compris, on dit que le député n'avait que 12 mois pour préparer sa thèse et donc il n'a pas eu le temps de faire des recherches comme telles. Ça veut dire d'aller en RDC puisqu'il s'agit de deux Congos. Voilà. En réalité, on prépare la thèse sur 3 ans. Mais quand je lis ce courrier, je crois qu'il n'avait pas suffisamment de temps. On parle de 12 mois. Voilà. Parce que dans ce courrier, il dit que la place, il ne m'avait pas été possible faute de temps. Donc ça, c'est le directeur de moi qui dit 12 mois de mener des enquêtes documentaires, machin. Et il le dit. Donc,
avec son directeur de thèse, ils n'ont pas eu le temps réellement de mener les enquêtes de terrain. Et donc, selon ce courrier, il s'est contenté, donc, lui, des travaux de son docteur. Mais finalement, quand on lit les deux documents, mais qui malheureusement se retrouvent à être identiques. Et ça, c'est à son niveau de responsabilité parce que il était un élu du peuple. Il est à la tête d'une commission stratégique à l'Assemblée nationale. À mon avis, si cela est avéré, puisque l'université Marengwabi et peut-être le CAMES nous le dira un jour, et cela devrait en réalité le pousser à prendre ses responsabilités, surtout en tant que député, en tant que président de cette commission, parce que un député, à mon avis, devait être exemplaire, celui qui représente le peuple devait être rigoureux dans sa démarche professionnelle, et si réellement cela est avéré, ça va être un peu gênant et plus compliqué. Une question, Bruni, que les Congolais peuvent se poser lors de la soutenance du député Henri Nzoniaba. Son directeur de mémoire était présent à ce moment-là. Pourquoi n'avait-il pas déclaré que ces mots ou ces phrases se retrouvaient dans son diplôme, dans sa mémoire? Selon ce que nous avons appris, c'est que on aurait reproché donc au docteur Henri Nzoniaba de n'avoir pas suffisamment cité les sources de ses recherches. Parce que ils ont trouvé quand même quelque chose d'identique, mais on lui aurait demandé, selon nos informations, de le rattraper, donc de citer les sources. Mais dans le contexte actuel, si vous avez à peu près 100-200 pages qui sont identiques avec les travaux de votre professeur, de votre directeur de thèse ou votre professeur, votre enseignant, alors rattraper un tel travail, ça veut dire quoi? Il faut finalement tout mettre à plat. Donc, il faut tout mettre à plat, refaire le travail. Donc, à ce niveau, ce qu'il faut faire, c'est que si cela est avéré, puisque nous disons par rapport à nos analyses, par rapport à nos enquêtes à nous, puisque nous avons la thèse et l'ouvrage, et je vous parle, nous avons un document de 66 pages et qui décortique page après page, phrase après phrase, chapitre après chapitre, titre après titre, tout ce qui est identique, tout ce qui est similaire entre le livre et la thèse. Donc, nous basons sur cette base-là. Il peut arriver que le député nous apporte un point de vue contraire pour dire que nous avons menti, que c'est pas vrai, que ce n'est pas ça. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai rencontré le professeur Abraham Constant-Dingambo. Nous avons discuté de vive voix. Il m'a appelé plus d'une fois pour m'apporter d'autres informations parce que lui pense que son étudiant mérite son doctorat, que son étudiant a été accompagné de bout en bout par lui-même, et finalement, il ne voit pas de plagiat dans sa thèse. C'est ce qu'il dit. Voilà, il a même écrit à la commission scientifique qu'il devrait, il y a quelques jours, recevoir le député, mais faute de grève qui bloque l'université Marengwabi, il n'a pas pu le faire. Donc, on attend peut-être qu'une version beaucoup plus contradictoire, beaucoup plus officielle du député qui apportera finalement des démentis sur ce qui est dit à la fois par certains de ses collègues et sur des journalistes. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Mais non, mais c'est tellement grave. Une dernière question sur cette histoire de plagiat, Bruni. Aujourd'hui, les universitaires se donnent à la facilité avec le plagiat. Est-ce que cette méthode ne tue pas le fonctionnement de l'université Marengwabi en mettant l'accent sur l'enseignement? Vous savez il faut reconnaître que le système éducatif est malade au Congo depuis plusieurs années. Hein. Voilà, depuis plusieurs années, le Congo n'a pas réussi à relever son système éducatif. Vous le savez, loin d'injurier ou encore loin de minimiser les jeunes étudiants ou encore d'autres que nous recevons dans différents contextes, on se rend compte nous-mêmes qu'il y a encore un véritable souci, et même à l'université, dans tout le cursus. Vous avez, vous, aujourd'hui, et cela se répercute sur les enseignants, se répercute parce que les enseignants sont passés par le même système pour devenir enseignants. Les médecins sont passés par le même système pour devenir un médecin. Vous avez tous ceux qui sont là. On va se rendre compte que dans tous les secteurs aujourd'hui, vous avez ces problèmes. Les conséquences sont là. Vous avez parfois des médecins qui sont incompétents, pas parce que ils n'ont pas bien appris, parce que le système est défaillant. Vous vous rappelez bien que de l'inspecteur, l'ancien inspecteur du général de la santé, le professeur
Bileko, il avait écrit, il avait déploré le fait que à Lukabu, les gens n'ont pas de niveau. Au CHU, il y avait les gens qui n'avaient pas de niveau. Vous avez les mêmes cas dans l'enseignement, vous avez ça aussi dans le journalisme, vous avez ça dans la force publique, simplement parce que le système est défectueux. Le système éducatif est malade. Et l'université Marine-Wabi, vous allez vous rendre compte, c'est l'enseignant Vivian Manangou qui le disait, vous avez parfois 5000 étudiants à la faculté de droit, mais vous avez que 60 qui s'admettent. Et quand vous vérifiez, ceux qui quittent donc le lycée, qui ont obtenu donc le bac, quand ils arrivent là-bas, ils n'ont pas de niveau. Donc le problème, c'est aussi ça. Donc ça devient tellement compliqué. Donc on devrait commencer déjà à mettre pression sur celles et ceux qui ne font pas des efforts personnels, qui n'ont pas de rigueur scientifique, qui n'ont pas de rigueur professionnelle. On devrait déjà commencer à sévir pour empêcher finalement que demain, qu'on soit dans une société où finalement on se retrouve, où tout le monde n'arrive pas, tout le monde ne peut pas, parce que nous avons été mal enseignés ou mal appris, parce que nous vivons dans un système éducatif totalement hors d'usage. Parlons de la plateforme numérique de création d'entreprises. Brony, que représente cette nouvelle plateforme pour les futurs créateurs d'entreprises? Vous parlez donc de l'ACPCE qui a mis en place une nouvelle plateforme. Il faut savoir que ça, c'est l'aboutissement d'un travail qui se fait depuis plusieurs années par le ministère des PME, donc sous la conduite de Madame Nicolo, le DG de la SCPCE, qui est jeune d'ailleurs, il faut le rappeler, fait un travail de titan depuis plusieurs années, ça il faut le reconnaître. La CPCE aujourd'hui est presque aujourd'hui l'unique, sinon l'une des rares administrations publiques au Congo qui est totalement digitalisée. Totalement digitalisée. Et donc, cette plateforme qui a été lancée il y a quelques jours n'est que l'aboutissement de ce travail-là, de cet effort-là, et qui finalement vient, comme cerise sur le plateau, boucler ce processus de digitalisation. Aujourd'hui, avec cette plateforme-là, vous pouvez donc depuis chez vous, en quelques minutes, créer votre entreprise, alors que hier, il fallait des longues files d'attente, il fallait donc passer d'une administration à une autre, déposer le dossier ici pour aller suivre de l'autre côté, il faut attendre, et finalement avec ça, tout se fait en ligne depuis chez vous, n'importe où vous vous trouvez, que vous soyez à l'étranger, c'est à l'étranger, parce que si vous êtes à l'étranger, que vous voulez créer votre entreprise ici au Congo, hier, il faut donc se déplacer. Hier, il faut arriver sur place. Aujourd'hui, depuis l'étranger, vous avez tout ce qu'il faut. Ils l'ont démontré comment exactement faire pour créer son entreprise. Et même dans la création d'entreprise avant donc cette plateforme, tout est suivi de très près sur comment on appelle ça, sur Internet. Vous avez le DG sur ce smartphone qui suit tout et qui valide parfois tout. Et donc, tout se fait en ligne dans l'administration. Donc, le DG peut passer toute une journée dans son bureau sans rencontrer ses collaborateurs, mais c'est pour les questions de contrôle, pour les questions de management et autres. Et il faut donc, à un moment donné, en tant que manager, aller voir si les collaborateurs travaillent dans les bonnes conditions ou les collaborateurs sont en forme. Mais si ce n'était pas ça, en réalité, le DG pouvait passer toute la journée dans son bureau sans consulter et sans aller physiquement voir un collaborateur, parce que tout est fait de sorte que tout soit fait en ligne depuis donc chaque bureau. Tout est connecté et même l'interface avec les gens de l'extérieur. Donc, tous les départements où la CPCE est représentée sont interconnectés. Et donc, le DG peut, depuis dans son bureau sur son smartphone, suivre un dossier qui vient d'être déposé en CAI, suivre un dossier qui vient d'être déposé à OISO et le valider et quand tout est conforme. Donc, cette plateforme-là vient donc renforcer, couronner et ces efforts qui sont déjà faits jusqu'ici. Pour parler de renforcer, est-ce qu'on peut parler de fiabilité? Oui, mais la fiabilité, vous avez constaté que ils ont présenté une équipe des Congolais, des jeunes Congolais très talentueux qui ont fait ce travail, qui ont pris toutes les précautions. Vous avez suivi l'informaticien et d'autres techniciens qui ont dit qu'ils ont pris des précautions de sorte que finalement, s'il y a bug donc sur la plateforme, que rien ne s'arrête. Finalement, ils ont prévu d'autres alternatives
beaucoup plus technique, que rien ne soit bloqué, qu'il n'y ait pas de piraterie, que les données soient protégées. Et tout ce travail-là est fait jusqu'ici. Est-ce qu'on peut parler d'une avancée ou d'une simple adaptation technologique? C'est une avancée parce que vous savez que cela fait partie des préoccupations du gouvernement congolais. Sinon, ça s'impose à nous aujourd'hui. Les autres sont dans cette politique et très avancée, sous d'autres cieux. Voilà, sous d'autres cieux. Aujourd'hui, ce qu'il faut dans notre pays, c'est ça, cette politique de la digitalisation. En réalité, on devrait depuis ce soir consulter son médecin. On devrait depuis ce soir, comme les universitaires, les étudiants, consulter, aller prendre tes cours en ligne, travailler avec ton enseignant à distance. On devrait même, à un certain niveau, ne plus se déplacer pour ton passeport, ne plus se déplacer pour ta carte d'identité. On devrait donc, même à un certain niveau dans nos administrations, ne plus effectuer les déplacements. C'est l'idéal, c'est l'objectif à atteindre et cela s'impose à nous. Donc ce n'est pas une simple adaptation, non, c'est plutôt ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la nouvelle vision, c'est la nouvelle politique. Toutes les administrations au Congo devraient être à la lumière de la CPCE parce que ce qui va bloquer, c'est quoi? Si la CPCE paraît être l'unique administration digitalisée aujourd'hui, la faiblesse va se présenter à quel niveau? C'est que quand on aura besoin de impôts, par exemple, il y aura un problème parce que les impôts ne sont pas encore totalement, donc l'administration, on va dire fiscale, n'est pas digitalisée. Le trésor se bat encore. Vous voyez. Et quand on va, par exemple, voir d'autres administrations qui sont en réalité qui travaillent avec la CPCE, qui ne sont pas digitalisées, ça va affaiblir ce travail. Mais sinon, il faut donc mettre ça quand même sur ce qui est bien fait. Il faut le reconnaître parce que nous sommes allés nous-mêmes voir dans quelles conditions déjà ils travaillent dans des très bonnes conditions. Nous sommes allés nous-mêmes vérifier comment le travail se fait. Nous avons pris connaissance de tout ce qui se fait, mais en réalité, ce que je vous dis est vérifiable. Tout Congolais qui douterait encore de ce qui se dit, de ce qui se fait, peut se rapprocher de la CPCE pour voir que tout est digitalisé et tout le travail se fait en ligne. Et aujourd'hui, vous avez vu que 2025, ils ont totalisé 5000 entreprises créées. En 2024, ils étaient pratiquement le même nombre, 4000 et quelques, pratiquement vers 5000. Ça, c'est le premier trimestre. Deuxième trimestre, c'était pareil. Et vous constatez que cela, c'est parce que ils ont réussi à briser les lourdeurs administratives. Ils ont réussi à faciliter donc les démarches administratives. Ils ont réussi aujourd'hui à rapprocher cette direction générale, cette genre d'administration du public, du jeune. Pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets, beaucoup de jeunes qui veulent créer leurs entreprises, ils veulent les formaliser. Hier, c'était un casse-tête chinois, ça paraît mystique, ça paraît compliqué, mais aujourd'hui, ce qui est bien, ce qu'ils ont peut-être pas désacralisé, mais ils ont démystifié ce qui paraissait être bizarre hier, compliqué aujourd'hui. Ils donnent donc à chaque Congolais, à chaque jeune Congolais, la motivation. Ils motivent chaque Congolais à créer son entreprise. Aujourd'hui, ils font rêver. C'est-à-dire que vous avez envie, d'aller dépoussiérer votre projet, facilement de créer votre entreprise. Une dernière question, Brony, en termes de capacité, jusqu'où la CPCE pourra-t-elle accompagner les demandeurs grâce à ce dispositif? Je vous parle tout à l'heure de 5000 créateurs d'entreprises ou d'entreprises créées. Donc, il n'y a pas un nombre limite où on va dire finalement, nous par jour, on ne peut que faire ça. C'est tellement bien structuré que 2, 4, 5, 10 personnes, voire plus 50 peuvent se connecter au même moment, faire leur demande, créer leur compte, tout sera traité au même moment. Merci Brony. C'est par ces mots que nous mettons fin à notre chronique de ce soir. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro.